Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Franck Dixmier, le directeur mondial des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. Bonjour. Bonjour. Alors, forte chute depuis le début de la semaine, depuis le début de l'année même, sur les places mondiales. Les inquiétudes concernant donc le ralentissement chinois, plus brutal que prévu. Également, la dévaluation de la monnaie chinoise semble se raviver. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on passe aujourd'hui d'un atterrissage en douceur, comme on l'a souvent dit, à un hard landing, un atterrissage un peu plus brutal. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Oui, alors c'est difficile d'avoir un sentiment très clair sur les derniers développements en Chine. Il faut garder en tête que l'Asie, d'une manière générale, est le premier pôle de croissance mondiale. Donc tout ce qui affecte la Chine est important pour ses partenaires commerciaux, et important pour la croissance mondiale. On observe également un ralentissement simultané des économies chinoises, russes, brésiliennes. Donc ces fameux BRIC qui poussaient la croissance mondiale dans un contexte où les croissances dans les économies développées sont plutôt décevantes et poussives. Donc tout ça a un impact majeur. Alors maintenant sur la Chine, bon, très difficile de savoir où est exactement la croissance en Chine. C'est vrai qu'on n'a pas de statistiques vraiment fiables aujourd'hui. Il y a toujours un doute sur les statistiques officielles chinoises. Prévoir chinoises. un 7, peut-être un petit peu moins de 7%. Oui, alors 7%, ça nous paraît très élevé. Ouais. Quand on regarde, parle de 6,7, 6,8 maintenant. Oui, alors ça c'est l'objectif officiel. Maintenant, quand on regarde d'une façon indirecte des indicateurs d'activité en Chine, par exemple, le transport ferroviaire a chuté de 10% l'an dernier en Chine. Le fret, d'une manière générale, chute très lourdement. Donc on peut avoir un doute, effectivement. Mais c'est un peu normal, justement, qu'on ait ces baisses sur ces activités-là, vu qu'on passe d'une activité, on va dire, manufacturière à une activité plus liée à la consommation et aux services. Ça, c'est très important, effectivement. On est dans une transition structurelle de l'économie chinoise, de l'industrie vers le service et de l'investissement vers la consommation. Donc ça va prendre des années. Donc les phases d'ajustement sont un petit peu brutales. Il faut savoir aussi que les marges de manœuvre monétaires de la Chine sont en train de s'épuiser rapidement. Alors il y en a encore, mais quand on regarde les réserves de change en Chine au début 2015, on parlait d'à peu près 4 trillions de dollars. La Chine a consommé déjà à peu près 800 milliards dans la défense de sa parité pour empêcher une dépréciation trop brutale du renminbi. Alors attention, donc on a une zone de doute en fait qui cristallise les angoisses des marchés. Alors c'est vrai que les performances des marchés actions chinois ont été absolument remarquables. On est encore en croissance de plus de 50% depuis le 1er janvier 2015 en intégrant les baisses récentes. Mais tout de même, la brutalité de la chute est importante. Vous alarme un petit peu ? Ça vous alarme ? Oui, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de maladresse aussi dans la gestion de cette chute des bourses chinoises. On l'a vu avec cette fameuse histoire des coupes-circuits. Les coupes-circuits ont été mises en place en début de semaine. La Chine a annoncé qu'elle coupait ces coupes-circuits, ce qui est plutôt sain. Parce qu'en fait, on a très bien vu qu'à chaque ouverture des marchés, l'ouverture de la séance, les investisseurs se précipitaient pour liquider leur position. En essayant d'anticiper sur la mise en place des coupes-circuits. Donc on était dans un schéma assez délétère là. Ouais. Alors on a également, donc c'est vrai que ces inquiétudes concernant la Chine. George Soros a notamment dit qu'il voyait que ce qui se passait aujourd'hui, c'était similaire à ce qu'on a eu en 2008, une crise mondiale sur les marchés financiers. Est-ce que vous pensez que ça va être une année 2016 à l'instar de celle de 2008 ? Vous savez, moi, les oracles, au niveau d'Armageddon, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je pense que c'est un positionnement sans doute très marketing. Non, je pense qu'on a quand même des facteurs de soutien importants dans les économies mondiales. La zone euro va plutôt bien. Quand vous regardez les indicateurs avancés, tous les indicateurs d'activité plaident pour une croissance entre 1,5 et 2%, disons l'an prochain. L'économie américaine fonctionne correctement. Alors, certes, le potentiel de croissance a été révisé d'une manière significative à la baisse suite à la crise de 2007-2008, mais néanmoins, on a une économie américaine qui devrait évoluer autour des 2,5% l'an prochain. Alors certes, la croissance mondiale a été révisée à la baisse, donc on intègre cette chute dans le momentum de croissance des pays en développement. Mais ces facteurs de soutien, avec des facteurs domestiques forts, une croissance endogène forte à la fois aux États-Unis et en zone euro, sont plutôt rassurants. Donc maintenant, une année volatile, oui, certainement. Parce que je pense que rarement, tout de même, on a vu une accumulation des risques macroéconomiques, des risques politiques. En zone euro, tout près de nous, on voit que par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement en Espagne.
toujours dans l'incertitude au Portugal, des tensions géopolitiques extrêmes, une grosse... Volatilité qui devrait rester forte donc cette année. Oui, encore. et puis une énorme incertitude sur le prix du pétrole. Voilà. Et ça, c'est très important. Ce sont les deux grandes incertitudes qui vont se poursuivre cette année. Donc c'est le pétrole et la Chine qui impactent, vous le disiez, l'ensemble des économies mondiales. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait le dos rond, on attend que ça passe, ou concrètement, est-ce qu'il y a des facteurs de soutien à l'économie mondiale? Les facteurs de soutien, oui, c'est la force endogène des économies développées. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que le consommateur américain a tenu en 2015 et le consommateur en zone euro a redressé la tête. L'investissement est toujours légèrement en panne, mais on voit notamment qu'en zone euro, le chômage a décru et d'une manière assez importante. L'économie espagnole a créé pas loin de 500 000 emplois l'an dernier, 250 000 emplois créés en Italie, donc le nouveau contrat de travail de Renzi fonctionne. Donc on a des facteurs quand même de soutien relativement forts. Mais oui, on va rentrer dans un univers de forte volatilité. Et cet univers de forte volatilité signifie que malgré la cherté des taux cœur en zone euro, il faut faire attention à ne pas trop shorter le marché obligataire. Ouais. Parce que les taux au cœur, et notamment donc le Bund allemand, on sait très bien, bénéficient toujours de l'intérêt des investisseurs dans la phase de stress de marché. Et les phases de stress, on va en avoir sans doute pas mal dans l'année 2016. Phase de stress, donc sur 2016, on a vu les minutes de la Fed mercredi qui ont montré que les banques centraux, même s'ils avaient voté donc cette hausse des taux de la Fed à l'unanimité, montraient quand même leur inquiétude concernant l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques centrales ont encore une marge de manœuvre pour rassurer les marchés comme elles l'ont fait finalement, comme elles ont essayé de le faire plutôt en 2015? La première hausse des taux de la Fed a été très très importante, parce qu'il nous semblait assez inquiétant de voir la banque centrale la plus puissante au monde tergiverser. Elle était devenue clairement data dependent, donc on sentait très bien que sur la dernière période en 2015, les ajustements monétaires ont été repoussés parce qu'ils s'ajustaient à des données de croissance un peu ponctuelles. C'est son mandat, cela dit, d'être data dependent. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Bon, fondamentalement, elle a un double mandat, la stabilité des prix, donc un objectif d'inflation autour de 2%, et le plein emploi. Mais la Fed se doit, enfin, selon nous, d'adopter une position stratégique. Et il nous semblait qu'elle abandonnait cette position stratégique pour être un peu trop collée au marché. Et elle devenait même market dependent. Alors ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si les investisseurs reprennent la main sur la Fed, c'est un peu le monde à l'envers. Si vous voulez, dans un monde où il y a quand même beaucoup d'incertitudes, on a besoin d'une direction. Et la Fed, c'est un peu le compas, la boussole des marchés. Elle a donné cette direction-là en décembre. Vous estimez qu'elle va reprendre le pouvoir finalement là sur cette année? Oui. Ça nous semble très très sain. Enfin, il faut savoir d'où on vient tout de même. On a une première hausse de taux de 25 BP. On vient d'une politique de taux zéro pendant des années. Donc on ne parle pas réellement de resserrement monétaire, mais d'une simple normalisation. Oui, il y a encore des voix divergentes. C'est vrai que la Fed avait annoncé a priori 4 hausses de taux. On a eu hier encore Charles Evans, qui ne vote pas au FOMC, mais quand même qui dit que lui ne voyait plutôt que 2 hausses de taux parce que incertitude concernant la croissance des États-Unis. Vous pensez qu'il va se passer quoi? C'est pas très simple parce qu'on constate en fait depuis quelque temps une espèce de cacophonie au niveau des membres de la Fed. Vous savez, cette fameuse forward guidance, donc cette capacité de la Fed à piloter les anticipations de marché. Cette forward guidance, elle est très polluée par ces différentes interventions des membres de la Fed. Donc il serait sain que la Fed accorde un petit peu ses violons là-dessus. Mais vous avez vu aussi que Stanley Fischer, qui est quand même une autorité morale importante, numéro 2 de la Fed, a lui été beaucoup plus clair, parlant de 4 hausses de taux, ce qui est grosso modo ce qu'on a dans les fameuses dot charts, donc ces anticipations officielles des membres de la Fed. Bon, les taux vont rester bas en tout cas encore cette année. Contexte donc de taux bas, difficile pour les marchés obligataires. Qu'est-ce que vous recommandez vous sur le marché? Il n'y a pas trop d'alternatives à la prise de risque en fait. Si vous voulez trouver du rendement, il faut accepter d'une manière très très sélective, parce que ce qu'on voit c'est quand même une hausse du risque spécifique. Il faut accepter d'investir sur le crédit, et notamment le high yield. Le high yield en zone euro nous paraît assez sain, fondamentalement. On n'a pas d'excès de levier au niveau des entreprises. Les valorisations protègent d'un taux de défaut qu'on anticipe assez bas cette année, autour de 2%. Donc on a une anticipation proche du message délivré par les agences de notation. Donc s'intéresser au high yield, s'intéresser aux indexés inflation qui sont totalement décotés, qui traduisent en fait un environnement de déflation qu'on a du mal à acheter. Donc, mais attention néanmoins, parce qu'on sait très bien que les indexés inflation réagissent et même surréagissent, parce qu'on est là sur un marché assez illiquide, aux publications de l'inflation spot.
Et là encore, on a tellement d'incertitudes sur l'orientation des prix du pétrole qu'on peut avoir encore des surprises négatives sur l'inflation spot. Néanmoins, investir aujourd'hui sur les index à inflation, c'est donner crédit au mandat de la BCE de restaurer la stabilité des prix avec un objectif autour des 2% à moyen terme sur l'inflation. Merci Franck Dixmier, donc le directeur mondial des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.